Appelez la police avant qu'ils ne reviennent. Ces mots sont sortis des lèvres d'une femme qui était dans le coma depuis 6 semaines. Quand elle a ouvert les yeux, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Je m'appelle Martine Delmas, j'ai 59 ans, et cette histoire a commencé un matin de novembre 2024 quand ma fille Camille a sonné à ma porte avec une valise à la main et des larmes plein les yeux. Je préparais du café quand j'ai entendu sa voix. « Maman, j'ai besoin de te demander un énorme service. Camille a toujours été ma fierté. 32 ans, avocate, mariée à Mathieu depuis 4 ans. Un mariage que j'avais béni avec joie. Mathieu était architecte, bien élevé, issu d'une bonne famille. Sa mère, Geneviève, était une femme de 68 ans, veuve, propriétaire d'une belle maison dans le quartier d'Aînay et de 2 appartements qu'elle louait dans la presqu'île. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» lui ai-je demandé en lui servant une tasse. Elle a poussé un long soupir. « C'est Geneviève. Elle a eu un accident il y a 6 semaines. Elle est tombée dans les escaliers de sa maison. Elle est dans le coma, maman. Les médecins ne savent pas quand elle se réveillera, ni même si elle se réveillera. J'ai senti un nœud dans ma gorge. Geneviève m'avait toujours traité avec respect, même si nous n'avions jamais été proches. C'était une de ces belles-mères qui gardent leur distance, mais jamais cruelles. Je suis vraiment désolée, Camille. Comment va Mathieu ? Anéanti, a répondu ma fille en essuyant ses larmes. C'est pour ça que je viens te demander ça. Mathieu et moi devons partir à Miami. C'est urgent, une opportunité de travail qu'on ne peut pas laisser passer. Mais on ne peut pas laisser Geneviève seule à l'hôpital. L'infirmière qu'on avait engagée a démissionné hier. Maman, est-ce que tu pourrais rester auprès d'elle ? Ce ne serait que pour 2 semaines. 2 semaines. J'ai regardé ma fille. Elle avait des cernes profonds sous les yeux. Son couple avait traversé des moments difficiles cette dernière année. Mathieu avait perdu un projet important et l'argent était devenu un sujet de tension constant entre eux. Bien sûr que oui, ma chérie, tu peux compter sur moi. Camille m'a serré fort dans ses bras. Merci, maman, tu ne sais pas ce que ça représente pour nous. Cet après-midi-là, ils m'ont emmenée à l'hôpital. C'était un établissement privé, silencieux, avec des couloirs blancs qui sentaient le désinfectant et les fleurs fanées. La chambre de Geneviève se trouvait au 3e étage. Quand je suis entrée, je l'ai vue allongée dans ce lit, reliée à des machines qui émettaient des bips constants. Son visage était pâle, ses mains immobiles sur les draps. Elle avait un hématome jaunâtre sur la tempe droite et ses cheveux gris étaient coiffés sur le côté. Camille m'a remis une liste avec les instructions, les horaires des infirmières, les numéros d'urgence, les contacts des médecins. « Maman, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. On sera à Miami, mais toujours avec le téléphone allumé. » Mathieu est entré dans la chambre et m'a salué avec un sourire fatigué. « Madame Martine, vous ne savez pas à quel point je vous suis reconnaissant. Ma mère, elle est tout ce que j'ai. » Il y avait quelque chose dans sa voix que je n'arrivais pas à déchiffrer. De la tristesse, oui, mais aussi autre chose. Quelque chose que je n'ai pas pu nommer à ce moment-là. Le lendemain matin, je les ai accompagnés jusqu'à la porte de l'hôpital. Camille m'a serré dans ses bras une dernière fois. « Je t'aime, maman. On revient dans 2 semaines. » Je les ai regardés monter dans le taxi. Camille était assise à l'arrière, regardant par la fenêtre. Mathieu était devant avec son téléphone à la main. Le taxi a démarré et a disparu dans l'avenue. Je suis remontée au 3e étage. Je suis entrée dans la chambre de Geneviève. Les machines continuaient de biper. Le soleil du matin entrait par la fenêtre, éclairant son visage immobile. Je me suis assise sur la chaise à côté de son lit. J'ai sorti un chapelet de mon sac et j'ai commencé à prier à voix basse. Je ne suis pas une femme particulièrement religieuse, mais dans ces moments-là, on cherche du réconfort là où on peut. 10 minutes ont passé, puis 15, puis 20, et alors, c'est arrivé. J'ai entendu un son, un gémissement doux, presque imperceptible. J'ai levé les yeux. Les doigts de Geneviève ont bougé. Je me suis levée immédiatement, le cœur battant à tout rompre. « Geneviève, vous m'entendez ?» Ses paupières ont tremblé. Lentement, très lentement, elle a ouvert les yeux. Je suis restée paralysée. Geneviève m'a regardée directement. Ses yeux étaient remplis de peur. Elle a bougé les lèvres, essayant de parler. Je me suis approchée en me penchant au-dessus du lit.
Du calme, Geneviève. Vous êtes à l'hôpital. Vous êtes en sécurité. Elle a secoué la tête. Sa main a bougé, cherchant la mienne. Quand je l'ai prise, j'ai senti son étreinte désespérée. Et alors, d'une voix rauque, brisée, elle a murmuré ces mots. « Appelez la police avant qu'ils ne reviennent. » L'air m'a manqué. « Quoi ? De quoi parlez-vous, Geneviève ?» Elle a serré ma main plus fort. « Ce sont eux qui m'ont fait ça. Mathieu et Camille. J'ai senti que le monde s'arrêtait. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous dites ?» Geneviève a fermé les yeux, comme si chaque mot lui demandait un effort immense. Le thé. Ils ont mis quelque chose dans mon thé. Je me suis sentie étourdie et puis les escaliers. Je ne suis pas tombée, Martine. Ils m'ont poussée. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Ils veulent ma maison, mes propriétés. Ils veulent que je meure. Mon esprit s'est rempli d'images. Camille en larmes dans ma cuisine. Mathieu avec ce sourire fatigué. Le taxi disparaissant dans l'avenue. Geneviève a rouvert les yeux. Elle m'a regardée avec une intensité qui m'a glacé le sang. « Tu seras la prochaine, Martine. S'ils apprennent que je me suis réveillée, tu seras la prochaine. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. » Je suis restée immobile, les mots de Geneviève résonnant dans ma tête comme des cloches d'avertissement. « Tu seras la prochaine. » Je l'ai regardée en essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Ma fille, ma Camille, capable d'une telle chose. « Geneviève, j'ai besoin que vous m'expliquiez tout, » lui ai-je dit en essayant de garder une voix ferme. « Vous êtes sûre de ce que vous dites ?» Elle a hoché faiblement la tête. Sa respiration était irrégulière et je voyais l'effort que ça lui coûtait de rester éveillée après 6 semaines dans le coma. « Je dois me reposer, » a-t-elle murmuré. « Mais n'appelle pas encore les infirmières. Si elles apprennent que je me suis réveillée, ils le sauront et ils reviendront. » Qui reviendra ? Camille et Mathieu sont à Miami, Geneviève. Elle a fermé les yeux. « C'est ce que tout le monde croit, » a-t-elle chuchoté. « Mais ne te fie à rien de ce qu'ils t'ont dit. » Avant que je puisse répondre, Geneviève s'est rendormie. Sa respiration est devenue plus profonde, plus régulière. Les machines continuaient de biper normalement. Je me suis rassise sur la chaise, les jambes tremblantes. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé l'écran. Il était 10h15 du matin. Camille m'avait envoyé un message 2 heures plus tôt. « On est à l'aéroport, maman. Je t'écris quand on arrive à Miami. Je t'aime. Miami. » Ou bien c'était un mensonge. J'ai rangé le téléphone. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin de me souvenir. Parce que si ce que Geneviève disait était vrai, alors tout ce que je croyais sur ma fille n'était qu'une illusion. Camille est née en mai 1992, un jeudi pluvieux que je n'oublierai jamais. J'avais 27 ans, j'étais infirmière dans un hôpital public et son père, Bernard, travaillait comme comptable dans une entreprise de construction. Depuis toute petite, Camille a été brillante. Elle avait les meilleures notes. Elle lisait des livres que ses camarades ne comprenaient même pas. À 16 ans, elle a gagné un concours d'éloquence au niveau régional. J'étais si fière que j'ai pleuré pendant la cérémonie. Bernard est mort quand Camille avait 20 ans. Un infarctus foudroyant alors qu'il rentrait à la maison en voiture. Elle était en 2e année de droit. J'ai pensé qu'elle abandonnerait l'université, que le chagrin la vaincrait. Mais non. Elle est devenue plus forte. Elle a terminé ses études avec les honneurs. « Maman, » m'a-t-elle dit le jour de sa remise de diplôme, « tout ce que je suis, c'est grâce à toi. Jamais je ne te décevrai. » Et je l'ai cru. Elle a rencontré Mathieu en 2019 lors d'un séminaire sur l'urbanisme et le droit immobilier. Il avait 30 ans. C'était un architecte fraîchement diplômé, avec un sourire aimable et des manières impeccables. Quand elle me l'a présenté, j'ai su que Camille l'aimait. « Maman, il est différent. Il est intelligent, travailleur, et il me rend heureuse. » Je l'ai accepté sans réserve. Mathieu venait d'une bonne famille. Son père avait été ingénieur civil, décédé des années plus tôt. Sa mère, Geneviève, était une femme élégante, peu bavarde, mais respectable. Le mariage a eu lieu en mars 2021, une petite cérémonie dans un jardin.
Camille portait une robe simple, couleur ivoire. Mathieu pleurait d'émotion en prononçant ses vœux. Geneviève était assise au premier rang avec une étole en soie sur les épaules, observant tout avec une expression sereine. Après le mariage, nous avons visité la maison de Geneviève dans le quartier d'Ainay. C'était une ancienne maison bourgeoise en pierre dorée, avec une cour intérieure remplie d'hortensias et de glycines. Les escaliers en bois ciré craquaient sous les pieds. Sur les murs, il y avait des photographies anciennes de la famille de Mathieu. Son père dans sa jeunesse, sa grand-mère paternelle, son arrière-grand-père en uniforme militaire. Cette maison a plus de 100 ans, m'a expliqué Geneviève en me servant du café dans des tasses en porcelaine. Elle appartenait à ma belle-mère et avant elle, à sa propre mère. Un jour, elle sera à Mathieu, c'est tout ce que je peux lui laisser. Les 2 premières années de mariage ont été bonnes. Camille a ouvert un petit cabinet. Mathieu décrochait des projets de temps en temps. L'argent ne leur manquait pas, mais il ne leur restait pas grand-chose non plus. Mais en 2023, quelque chose a changé. Mathieu a perdu un projet important, une tour d'appartement qu'il devait concevoir à la Part-Dieu. Le promoteur s'est déclaré en faillite avant le début des travaux, et Mathieu a perdu des mois de travail sans toucher un seul euro. Les disputes ont commencé. Je les entendais quand j'allais leur rendre visite. Des voix élevées derrière la porte de la chambre, des silences gênants pendant le dîner. Un jour, Camille est arrivée chez moi avec les yeux rouges. « Maman, Mathieu est désespéré. Il dit que sa mère ne l'aide pas, qu'elle a 2 appartements en location dans la presqu'île et qu'elle ne lui prête pas un centime. Peut-être que Geneviève a ses raisons, ma chérie, ses raisons. Elle touche 6 000 € par mois de loyer et elle vit seule dans cette énorme maison. Pourquoi elle ne nous aide pas ? On est sa famille. » C'était la première fois que je voyais du ressentiment dans les yeux de ma fille. En septembre 2024, Camille m'a appelée en pleurant. « Maman, Geneviève est tombée dans les escaliers. Elle est dans le coma. Je suis allée à l'hôpital le jour même. Geneviève était inconsciente avec un traumatisme crânien sévère. Mathieu était assis à côté d'elle, le regard perdu. C'était un accident, m'a-t-il dit. Je n'étais pas à la maison. Je suis arrivée et je l'ai trouvée au pied des escaliers. Maintenant, assise sur cette chaise d'hôpital, en regardant Geneviève dormir, je me demandais à quel moment j'avais perdu de vue la vérité. Geneviève a rouvert les yeux. Elle m'a regardée avec urgence. « Martine, il faut que tu cherches quelque chose. » « Quoi donc ?» « Chez moi, dans le tiroir de ma table de chevet, il y a un carnet Bordeaux. Tout est dedans. Les dates, les noms, les conversations que j'ai entendues. Tout ce qu'ils ont préparé. Je suis sortie de l'hôpital à 14 heures. Le soleil de novembre tombait sur Lyon avec cette lumière dorée qui donne l'impression que tout est plus calme qu'en réalité. Mais moi, je n'étais pas calme. Je marchais vers l'arrêt de bus avec les paroles de Geneviève gravées dans mon esprit. Dans le tiroir de ma table de chevet, un carnet Bordeaux. Je devais prendre une décision. Je pouvais ignorer tout ce que Geneviève m'avait dit. Je pouvais penser que le coma l'avait perturbé, que ses souvenirs étaient déformés. Où je pouvais chercher ce carnet? J'ai pris le métro en direction d'Ainay. Le trajet a duré 30 minutes. Je me suis assise près de la fenêtre, en regardant défiler les rues, les commerces, les gens qui marchaient, sans savoir que mon monde s'effondrait. Je suis arrivée devant la maison de Geneviève peu après 15 heures. C'était une construction ancienne en pierre dorée typique de Lyon, avec une porte cochère en bois sculptée et de grandes fenêtres aux grilles en fer forgé. La cour intérieure avait un magnolia qui laissait tomber ses dernières feuilles sur les dalles. J'ai sorti la clé que Camille m'avait donnée. Au cas où tu aurais besoin de quelque chose à la maison pendant qu'on s'occupe de Geneviève, m'avait-elle dit. J'ai ouvert la porte. L'air à l'intérieur sentait le renfermer, le vieux bois, le silence. J'ai monté les escaliers lentement. Chaque marche craquait sous mes pieds. Je suis arrivée au 2e étage. Il y avait 3 portes. Celle du centre était la chambre de Geneviève. Je suis entrée. C'était une chambre spacieuse avec un lit en fer forgé recouvert d'un édredon en lin blanc. Sur les murs, il y avait des photographies encadrées. Mathieu enfant, Mathieu à sa remise de diplôme, Mathieu le jour de son mariage avec Camille. Sur la table de nuit, il y avait un chapelet aux perles de bois et une bougie blanche non allumée. Je me suis approchée du meuble.
J'ai ouvert le premier tiroir. À l'intérieur, il y avait des mouchoirs pliés, un flacon de parfum à la lavande, une enveloppe avec de vieux reçus. Rien d'autre. J'ai ouvert le deuxième tiroir. Il était vide. J'ai senti un nœud dans mon estomac. Et si quelqu'un avait déjà pris le carnet? Et si Mathieu et Camille l'avaient trouvé avant l'accident? J'ai ouvert le troisième tiroir, et il était là. Un carnet à couverture rigide couleur bordeaux, avec les coins usés. Je l'ai sorti avec des mains tremblantes, et je l'ai ouvert. L'écriture de Geneviève était petite, penchée, méticuleuse. La première page portait une date. 15 août 2024. J'ai lu. Aujourd'hui, j'ai entendu quelque chose que je n'aurais pas dû entendre. Mathieu et Camille étaient dans le salon. J'étais descendue chercher un verre d'eau. Je me suis arrêtée dans les escaliers parce que j'ai entendu la voix de mon fils qui s'énervait. On doit 45 000 €, Camille. La banque va saisir l'appartement. Ta mère a 2 appartements dans la presqu'île. Pourquoi elle ne te les cède pas? Je lui ai déjà demandé. Elle a refusé. Elle a dit que ses propriétés sont son seul revenu. Son seul revenu. Elle vit seule dans cette énorme maison. De quoi d'autre elle a besoin? Il y a eu un silence. Puis, j'ai entendu la voix de Camille, plus basse, plus froide. Mathieu, si ta mère ne veut pas nous aider, peut-être qu'on devrait penser à d'autres options. Quelles options? Elle a déjà 68 ans. Elle ne va pas vivre éternellement. J'ai senti que l'air me manquait. Je suis restée paralysée dans les escaliers, sans oser bouger. Camille, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis que s'il lui arrivait quelque chose, tu hériterais de tout. La maison, les appartements, les loyers. On pourrait sortir de ce cauchemar. Je n'ai pas voulu en entendre davantage. Je suis remontée dans ma chambre en silence et j'ai pleuré. J'ai tourné la page. 20 août 2024. Aujourd'hui, Camille est venue me rendre visite. Elle m'a apporté des croissants et du café. Elle souriait. Elle m'a demandé si je me sentais bien niveau santé. Je lui ai dit que oui, que j'allais parfaitement bien. Tant mieux, belle maman. C'est important de prendre soin de soi à cet âge. Quelque chose dans son ton m'a mise mal à l'aise, comme si elle m'évaluait, comme si elle attendait que je tombe malade. 28 août 2024. Mathieu m'a appelé au téléphone. Il m'a demandé si mon testament était à jour. Je lui ai dit que oui, que tout était en ordre, qu'il était mon seul héritier. Parfait, maman. Je voulais juste m'en assurer. Quand j'ai raccroché, je me suis rendu compte qu'il ne m'avait pas demandé comment j'allais. Seul le testament l'intéressait. 10 septembre 2024. Aujourd'hui, c'est le jour où j'ai su que je devais faire attention. Camille et Mathieu sont venus dîner. J'avais préparé un pot-au-feu. On a mangé dans la salle à manger. La conversation était aimable, superficielle. On a parlé du temps, des informations, de rien d'important. Après le dîner, Camille m'a proposé une tisane. Laissez-moi la préparer, belle maman. Reposez-vous. Je me suis assise au salon. Elle est revenue avec une tasse fumante. Tisane à la camomille. Ma préférée. Buvez-la bien chaude. Ça va vous aider à mieux dormir. J'en ai bu la moitié. Elle avait un goût légèrement amer, mais j'ai pensé que c'était peut-être la marque de la tisane. 10 minutes plus tard, je me suis sentie étourdie. Très étourdie. Le salon s'est mis à tourner. « Vous vous sentez bien, maman ?» a demandé Mathieu. Un peu étourdi. « Vous devriez peut-être vous coucher. » Ils m'ont aidé à monter les escaliers. Je me souviens que mes jambes ne répondaient pas bien. Je me souviens que Mathieu me tenait par le bras. Mais pas avec tendresse. Avec impatience. Le lendemain matin, à 4 heures, j'avais la bouche sèche et un mal de tête terrible. Je suis descendue à la cuisine chercher de l'eau. Et là, dans la poubelle, j'ai vu l'enveloppe vide. C'était une enveloppe en papier blanc sans étiquette, mais à l'intérieur, il y avait des restes de poudre blanche. Je l'ai gardée. Dernière entrée. 20 septembre 2024. Ce sera ma dernière entrée. Si quelque chose m'arrive, je veux qu'il y ait une trace. Mathieu m'a demandé de signer des papiers. Il a dit que c'était pour renouveler les contrats de location des appartements dans la presqu'île. Je lui ai dit que je voulais que mon avocat les examine d'abord. Il s'est mis en colère.
Je ne l'avais jamais vu comme ça, si froid, si distant. « Maman, tu ne me fais pas confiance ? » ?»« Bien sûr que si, mon fils. » Mais ce sont des décisions importantes. Il est parti sans dire au revoir. J'ai appelé mon avocat, Maître Garnier. Je lui ai demandé de venir demain pour examiner ses documents. J'ai peur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peur. Si quelque chose m'arrive, que quelqu'un lise ceci, que quelqu'un sache la vérité. Je m'appelle Geneviève Renaud. J'ai 68 ans et je crois que mon fils veut me tuer. J'ai refermé le carnet. Mon téléphone a sonné. C'était un message de Camille. On est bien arrivé à Miami. Comment va Geneviève ? J'ai répondu. Tout va bien. Elle est stable. Reposez-vous. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le salon de mon appartement à Villeurbanne avec le carnet Bordeaux sur la table, le relisant encore et encore sous la lumière de la lampe. Chaque mot de Geneviève confirmait ce que j'avais refusé de voir. Les plaintes de Camille sur l'argent, son ressentiment envers sa belle-mère, cette amertume que j'avais attribuée au stress financier. Tout prenait un sens nouveau et terrifiant. À 6 heures du matin, j'ai préparé du café. Je me suis douchée, je me suis habillée avec des vêtements confortables. J'ai rangé le carnet dans mon sac et j'ai pris une décision. J'ai appelé Maître Garnier, l'avocat de Geneviève. Son numéro était sur la liste de contacts que Camille m'avait donnée. Il a répondu aux 3e sonnerie. Allô ? Maître Garnier, bonjour, c'est Martine Delmas. Je suis la mère de Camille, la belle-fille de Madame Geneviève Renaud. Ah oui. Bonjour, Madame Delmas. Comment va Madame Renaud ? Quelle terrible tragédie. Elle est toujours à l'hôpital, maître. Mais j'ai besoin de vous parler. C'est urgent. On s'est donné rendez-vous à 17 heures à son cabinet sur l'avenue Jean Jaurès. Je suis arrivée à l'hôpital à 8 heures du matin. Geneviève était réveillée. Quand elle m'a vue entrer, ses yeux se sont remplis d'espoir. « Tu l'as trouvée ?» a-t-elle chuchoté. J'ai hoché la tête. J'ai sorti le carnet de mon sac et je le lui ai montré. Je l'ai lu en entier, Geneviève. Et je vous crois. Elle a fermé les yeux, comme si un poids énorme venait de se lever de ses épaules. Merci, Martine. Merci de me croire. Je me suis assise à côté de son lit. Geneviève, j'ai besoin que vous me racontiez tout depuis le début. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'accident ? Elle a respiré profondément. C'était le 24 septembre, un mardi. Mathieu et Camille sont venus dîner. J'avais préparé un pot-au-feu. On a mangé dans la salle à manger. Tout semblait normal. On a parlé du travail, des loyers, de choses sans importance. Elle a fait une pause. Après le dîner, Camille m'a proposé une tisane. Comme cette fois-là, en août. Elle m'a dit que c'était de la camomille, que ça allait me détendre. J'ai hésité, mais je ne voulais pas avoir l'air paranoïaque. Je ne voulais pas qu'ils pensent que je me méfiais d'eux. « Vous avez bu la tisane ?» Elle a hoché la tête. Une demi-tasse. Et au bout de 10 minutes, j'ai commencé à me sentir mal. Étourdie, confuse. Je me suis levée de ma chaise pour aller aux toilettes, mais mes jambes ne répondaient pas bien. Mathieu m'a aidée à marcher vers les escaliers. Sa voix s'est brisée. Je pensais qu'il allait m'aider à monter. Mais quand on est arrivé à la première marche, j'ai senti ses mains dans mon dos. Et puis, il m'a poussée. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Je suis tombée. Je ne sais pas combien de marches. Je me souviens de la douleur à la tête, je me souviens du sang. Et je me souviens de la voix de Camille, froide, calculatrice. Elle a dit « c'est fait ». Après ça, tout est devenu noir. J'ai voulu appeler la police immédiatement. Mais Geneviève a demandé la prudence. Elle avait besoin de preuves. Le carnet seul ne suffisait pas. Il pouvait dire qu'elle était confuse à cause du coma. L'enveloppe avec la poudre avait disparu. Le soir, je suis retournée à la maison d'Ainay. Je suis entrée dans la chambre que Mathieu utilisait quand il dormait chez sa mère. Au fond du dernier tiroir du bureau, j'ai trouvé une enveloppe en papier kraft. À l'intérieur, il y avait un document légal. Je l'ai lu avec des mains tremblantes. C'était une procuration notariée datée du 15 septembre 2024. Elle donnait à Mathieu Renaud plein pouvoir sur toutes les propriétés de Geneviève Renaud. Mais la signature de Geneviève était fausse. J'avais vu son écriture dans le carnet. Cette signature n'était pas la sienne. Il l'avait falsifiée. Le lendemain, je suis allée au rendez-vous avec Maître Garnier.
Son cabinet était dans un vieil immeuble. C'était un homme d'environ 65 ans, avec les cheveux blancs et des lunettes à monture dorée. Je lui ai montré la procuration falsifiée. Il l'a examinée attentivement. Son expression a changé. Il a froncé les sourcils. « Cette signature est fausse », a-t-il confirmé. « Je le sais. » Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Madame Delmas, vous savez ce que ça signifie ? Ce document donne à Mathieu Renaud plein pouvoir sur toutes les propriétés de sa mère. Avec ce papier, il pourrait vendre les appartements de la presqu'île, hypothéquer la maison d'Ainay, vider les comptes bancaires. Tout ça sans le consentement de Madame Renaud. Et si la signature est fausse, alors c'est un délit grave. Falsification de documents. Fraude. Possible tentative de spoliation. J'ai hésité, mais je lui ai révélé la vérité. Geneviève s'est réveillée il y a 2 jours. Personne ne le sait. Elle a peur. L'avocat m'a demandé d'entendre son témoignage directement. Je lui ai montré le carnet Bordeaux. Maître Garnier a tout lu, son expression devenant de plus en plus grave. « Mon Dieu, c'est terrible », a-t-il dit. Il m'a expliqué le plan. Le lendemain, il viendrait à l'hôpital recueillir la déposition de Geneviève. Ensuite, nous irions ensemble porter plainte auprès du procureur de la République. Avec le carnet, la procuration falsifiée et son témoignage, nous aurions les bases suffisantes pour ouvrir une enquête. Il m'a averti. Si Mathieu et Camille découvrent qu'on enquête, ils pourraient fuir. Cette nuit-là, chez moi, j'ai accédé à la messagerie électronique de Camille. Des années plus tôt, quand elle avait eu des problèmes avec son compte, elle m'avait donné son mot de passe pour que je l'aide à récupérer des documents. Elle ne l'avait jamais changé. J'ai cherché dans la boîte de réception, dans les envoyés, dans la corbeille, et j'ai trouvé quelque chose. Un email d'Air France daté du 28 octobre 2024. Confirmation d'achat, vol pour Miami le 5 novembre. Passagers, Camille Delmas, Mathieu Renaud. Ils étaient en bien partis pour Miami, mais j'ai trouvé un autre email du même jour. Vol retour le 8 novembre, arrivé le 9 novembre à 2h15 du matin. Ils revenaient dans 2 jours. Pas dans 2 semaines comme ils l'avaient dit. J'ai compris. Ils étaient allés à Miami pour avoir un alibi. Ils s'attendaient à ce que Geneviève meure pendant leur absence. À 23h, j'ai appelé Maître Garnier. Je lui ai tout expliqué. Ils reviennent après-demain à l'aube. L'avocat a réagi immédiatement. Il faut agir maintenant. Il viendrait à l'hôpital le lendemain matin recueillir la déposition. Ensuite, nous irions au tribunal judiciaire. Le 8 novembre à 10h du matin, Maître Garnier était à l'hôpital avec un enregistreur. Geneviève a tout raconté formellement. Le thé, les escaliers, la poussée. Elle a accepté de porter plainte officiellement contre son propre fils. Elle pleurait. L'homme qui m'a poussé dans ces escaliers n'est pas mon fils. C'est un étranger. À midi, nous sommes sortis de l'hôpital. Nous avons pris un taxi vers le tribunal judiciaire de Lyon, dans le quartier de la Guillotière. Le bâtiment était gris, imposant, plein de gens qui entraient et sortaient avec des dossiers à la main. Nous avons fait la queue pendant 40 minutes. Finalement, on nous a appelés. Nous sommes passés dans un petit bureau où nous a reçu un officier de police judiciaire. C'était un homme d'environ 40 ans avec les cheveux courts et une expression fatiguée. Maître Garnier a sorti de sa serviette le carnet Bordeaux, la procuration falsifiée et l'enregistreur avec la déposition de Geneviève. Nous venons porter plainte pour tentative de meurtre, falsification de documents et fraude. L'agent a froncé les sourcils. Nom de la victime, Geneviève Renaud. Nom des présumés responsables. L'avocat m'a regardé. J'ai baissé les yeux. Mathieu Renaud et Camille Delmas. Lien de parenté avec la victime. Mathieu Renaud est le fils de la victime. Camille Delmas est sa belle-fille. Et aussi ma fille, ai-je ajouté d'une voix tremblante. L'agent a écouté l'enregistrement complet, lu le carnet, examiné la procuration. « C'est grave », a-t-il dit finalement. « Très grave. Je vais ouvrir une procédure pénale immédiatement. Où se trouvent les présumés responsables en ce moment ? À Miami, aux États-Unis, mais ils reviennent demain à l'aube. Ils arrivent à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry à 2h15 du matin. L'agent a pris note. Je vais demander un mandat d'arrêt. Si le juge l'autorise, on pourra les arrêter dès qu'ils atterriront. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était Camille.
Maman, bonsoir. Mathieu et moi avons décidé de rentrer plus tôt. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas laisser Geneviève si longtemps. On arrive demain à l'aube. On sera à l'hôpital à 9 heures. On veut te voir dès qu'on arrive. J'ai avalé ma salive. D'accord, ma chérie. J'y serai. Comment va Geneviève? Il y a eu des changements? J'ai fermé les yeux. Non, ma chérie. Elle est toujours pareille. Je t'aime, maman. On se voit demain. Moi aussi, je t'aime. J'ai raccroché. J'ai senti la nausée monter. À 6 heures du matin, le 9 novembre, le téléphone a sonné. C'était Maître Garnier. Le juge a autorisé le mandat d'arrêt. Mais l'avion a déjà atterri. Camille et Mathieu sont déjà en ville. La police va les arrêter à l'hôpital à 9 heures. Nous devons transférer Geneviève dans une autre chambre avant qu'ils n'arrivent. Je suis arrivée à l'hôpital à 7h30. J'ai tout raconté à Geneviève. Elle a pleuré. Mon fils va être arrêté. Mon Dieu, mon fils. Le directeur de l'hôpital a autorisé le transfert de Geneviève au 4e étage sous un faux nom. 2 infirmiers l'ont emmenée en fauteuil roulant. Je les ai suivis. Nous l'avons installée dans sa nouvelle chambre. Depuis la fenêtre, on voyait le parking de l'hôpital. À 9h10, j'ai vu un taxi arriver sur le parking. Camille et Mathieu en sont descendus. Elle portait une petite valise, lui un sac à dos sur l'épaule. Je les ai regardés marcher vers l'entrée de l'hôpital. Camille avait les cheveux attachés en queue de cheval. Mathieu avait des cernes profonds. Ils avaient l'air fatigués. Ils avaient l'air d'un couple normal rentrant de voyage. Mais je connaissais la vérité. Ils sont là, ai-je dit à Geneviève. Elle a serré ma main. 20 minutes ont passé. Et puis nous avons entendu des cris. Ils venaient de l'étage en dessous. Des voix élevées. Une voix de femme qui criait « Lâchez-moi! Lâchez-moi !» C'était Camille. J'ai senti que le monde s'effondrait autour de moi. Geneviève pleurait en silence. Une demi-heure plus tard, Maître Garnier est monté au 4e étage. Il est entré dans la chambre avec une expression sombre. Ils les ont emmenés. Ils les ont arrêtés dans le couloir devant la chambre 305. Camille a résisté. Mathieu a essayé de fuir, mais les agents les ont maîtrisés. J'ai visité Camille une fois. Une seule fois. C'était le 21 novembre. J'ai demandé l'autorisation à la maison d'arrêt où elle était détenue. On m'a fouillé, on m'a fait passer par des détecteurs de métaux, on m'a emmené dans une salle de visite avec des tables en plastique et des chaises inconfortables. J'ai attendu 20 minutes. Et puis, ils l'ont amenée. Camille est entrée escortée par une gardienne. Elle avait les cheveux courts. On les lui avait coupés à son arrivée. Elle portait une tenue réglementaire. Elle avait des cernes profonds et elle avait perdu du poids. Quand elle m'a vue, ses yeux se sont remplis de larmes. Maman. On n'avait pas le droit de se toucher, seulement de parler. Camille a insisté. C'est une erreur, maman. On n'a rien fait. Je l'ai regardée dans les yeux. Geneviève s'est réveillée. Elle m'a tout raconté. Son visage est devenu livide. Elle a essayé de nier. J'ai trouvé la procuration falsifiée, Camille. Ne me mens plus. Elle s'est effondrée. On avait tellement de dettes, maman. La banque allait tout nous prendre. Mathieu était désespéré. J'étais désespérée. Et Geneviève avait tellement d'argent et elle ne voulait pas nous aider. On ne voulait pas la tuer. On voulait juste un accident qui paraisse naturel, pour que Mathieu hérite et qu'on puisse payer nos dettes. Après, tout serait redevenu normal. Je l'ai regardée avec incrédulité. « Tu t'entends parler, Camille? Tu entends la folie qui sort de ta bouche ?» Elle a commencé à pleurer. « Maman, je suis désolée. Je suis tellement désolée. J'ai fait une erreur, mais je ne mérite pas d'aller en prison. S'il te plaît, aide-moi. Retire la plainte. Parle à Geneviève. Convainc-la de ne pas témoigner. S'il te plaît, maman, je suis ta fille. » Je l'ai regardée. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas reconnu la personne que j'avais en face de moi. Oui, tu es ma fille. Et c'est justement pour ça que je ne vais pas t'aider à échapper aux conséquences de tes actes. Parce que t'aider maintenant, ce serait te détruire pour toujours. Camille a crié. « Maman, non, s'il te plaît !» Les gardiennes l'ont prise par les bras et l'ont emmenée. Elle criait mon nom en pleurant, en suppliant. Je suis restée debout dans ce couloir froid, regardant ma fille disparaître. Et j'ai senti que quelque chose en moi se brisait pour toujours.
Le procès a commencé en janvier 2025 devant la cour d'assises de Lyon. Geneviève a témoigné. Elle a tout raconté. Les avocats de la défense ont tenté de la discréditer, de dire que le coma avait perturbé sa mémoire. Mais les preuves étaient accablantes. Mathieu a finalement négocié avec le procureur. Il a accepté de plaider coupable en échange d'une réduction de peine. Les sentences sont tombées en avril. Mathieu, 14 ans de prison. Camille, 8 ans de prison. Geneviève est sortie de l'hôpital en novembre. Elle a vendu la maison d'aînés. Trop de souvenirs douloureux. Elle a acheté un appartement lumineux dans le quartier de la Croix-Rousse, avec vue sur un parc. Elle a décidé de donner les loyers de ses appartements de la Presqu'île à une association qui aide les femmes victimes de violences familiales. « Je ne veux pas de cet argent », m'a-t-elle dit. « Cet argent a failli me coûter la vie. Je préfère qu'il serve à aider d'autres femmes. » Geneviève et moi sommes devenus très proches. Nous dînons ensemble plusieurs fois par semaine. Nous avons passé le réveillon de Noël ensemble. À minuit, nous avons trinqué avec du champagne. « À la paix », a dit Geneviève. « À la paix », ai-je répété. Elle m'a regardé. « Tu sais, Martine, le pardon n'est pas pour eux. Il est pour nous, pour qu'on puisse continuer à vivre sans ce poids sur le cœur. » Je visite Camille toutes les 2 semaines. Elle a changé. Elle travaille à la bibliothèque du centre pénitentiaire. Elle suit des cours de psychologie à distance. Mathieu la blâme pour tout. Il a demandé à être transféré dans un autre établissement. Il ne veut plus la voir. Un jour, Camille m'a dit quelque chose qui m'a touchée. On était tous les 2 coupables, maman. Je ne peux plus me cacher derrière lui. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre de Camille. Elle m'a écrit ces mots. « Maman, merci de ne pas m'avoir sauvée. Merci d'avoir fait ce qui était juste, même si ça t'a fait mal. Parce que si tu m'avais sauvée, si tu m'avais couverte, je n'aurais jamais appris. Je n'aurais jamais changé. Un jour, quand je sortirai d'ici, je te prouverai que ton sacrifice en valait la peine. » Geneviève aussi a reçu une lettre. De Mathieu. Il ne demande pas pardon. Il sait qu'il ne le mérite pas. Mais il lui dit qu'il l'aime, qu'il regrette la mère qu'il a élevée. Geneviève a décidé de ne pas répondre. Pas encore. J'ai besoin de plus de temps, m'a-t-elle dit. 14 mois ont passé depuis ce matin de novembre où Geneviève a ouvert les yeux et murmuré ces mots. Appelez la police avant qu'ils ne reviennent. 14 mois qui ont changé ma vie pour toujours. Aujourd'hui, je suis assise dans l'appartement de Geneviève, un café à la main, le soleil de l'après-midi entrant par la fenêtre. Depuis ici, on voit le parc. Les enfants jouent sur les balançoires. Les couples marchent main dans la main. La vie suit son cours. Et nous aussi. Nous n'avons pas gagné une justice parfaite. La justice n'est jamais parfaite. Nous n'avons pas non plus une guérison complète. Les blessures aussi profondes ne guérissent jamais entièrement. Mais nous avons gagné quelque chose de plus précieux. La sagesse. La sagesse de savoir que faire ce qui est juste ne fait pas toujours du bien. La sagesse de savoir qu'aimer ne signifie pas protéger des conséquences. La sagesse de savoir que le pardon est un long chemin et qu'il ne faut pas le presser. La sagesse de savoir que nous sommes plus fortes que ce que nous pensions. Camille n'est pas perdue. Elle est en train de se retrouver. Et peut-être qu'un jour, quand elle sortira, nous pourrons reconstruire quelque chose. Pas la famille que nous étions, mais quelque chose de différent. Quelque chose de plus honnête. Quelque chose de plus vrai. Parce que la vie finit toujours par réclamer ses dettes. Parfois, elle prend son temps. Parfois, on pense que les méchants s'en sortent. Mais à la fin, la vie réclame toujours. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin. I don't know if that's a good idea, but that's kind of how I want to have it. All hail King Mihi. You know what? She can be king if she wants to. All right, Edgefield Road, here we go. So we have 2 challenges. One is a little confusing. You like that idea of a scroll, right? I think it'd be good. It could be cool, you know. All hail ye.
Queen or king or whoever of the stream, royalty of the stream. We're gonna go ahead and begin. 3, 2, 1, Edgefield Road. Let's see what kind of bunnies we have for ourselves today. All right, so 2 hats. We're gonna go ahead and grab those 2 hats. Thank you guys again for all the support, all the kindness. I do hope on that note everyone's doing all right. Hopefully Sunday treated you well. And if for any reason it didn't, hopefully we can all feel better and have at least a good Monday. I know Mondays are usually one of those days that no one really likes to think about, talk about, or even feel. But hopefully we can make it a fun one. I do have a lot of very fun plans for tonight, so I have a good feeling about that. All right, we have a Larry Wright. We need to capture 2 unique paranormal sounds, 3 unique photos. I can't We wait need for to you to have get a stuck in win. the house during a hunt, and for me to be outside of the house and have no way you want the front door opened afterward. Huh? What? I can't even ask him what he just said because I can't repeat whatever he just said. Huh? I said, I can't wait for you to be stuck in the house when a hunt happens, the front door to close, and me to be outside of the house, and then you have no way of asking my permission to open That's the front so door. rude. That is so rude. How dare? How absolute dare? If only we sacrificed Mihi back when playing Cure, then we would have avoided Mihi's reign of terror. You know what? I was actually just saying, Brag, I don't know if you heard this, but I was saying that I might also add Cure onto the itinerary for today, because I was originally planning on that for Monday, and I'm still tempted. I'm still tempted too. I really enjoy Cure. It's very silly, chaotic, and you guys went ham last Saturday. You know what? When everyone decided that they wanted to be a zombie and we had hordes of like 4 to 5 zombies at a time, and maybe even more at some points, I actually found that to be so chaotically hilarious. The fact that Rose actually murdered me successfully was incredible. It truly is so chaotic in a great way. Also, hold up a second here. Thank you guys again for the hype train, to appreciate that. Wow, poor Mihi. I'm not saying anyone should kill Mihi. In fact, you know what? I would prefer Mihi not die in any way. But yeah, we're gonna go ahead and grab those 2 hats before I forget. And we are gonna go ahead and get into a house if I can get permission to go into the house. I don't know if you heard me, but if I die, my challenge is done. Great! Okay, fantastic. Now that I know that, I'm not saying that I want Pro to perish, but it would make my life just slightly easier. No, you know what? Let's take that back. Pro's gonna, he's gonna crucify me for that one. Open the doorway. Oh, great! Fantastic. All right, let me just yeet this through the door. He hasn't given me permission to enter it, but you know what? We can do that. Now she wants Pro to die. I mean, I don't, but also, you know, freedom is nice. Freedom is a little nice. I'm gonna go ahead and get 2 things, guys. I'll be right back. You know what? I was going to go in there without a smoke stick, but now I'm not. I think Pro feels a little bit threatened. That sounded really dark to me. You know, that might be fair. That might be fair. We got 2 hats here for the level 2 hype train. Mihi, if you don't mind setting up a timer for the next little while, that'd be great. Time for him to perish. You know what? I won't actually actively try to get him killed. I know usually in a lot of games Pro does try to eat me in things like Peak or give me really horrifying challenges. That's all true. That's definitely all true. However, I am going to be nice, okay? I'm going to be nice. I'm going to be nice. I'm going to go ahead and yeet one of these smudge sticks. I think I've got 2. I do have 2. I'm going to take in another crucifix because although I cannot do anything, you know, once I've stepped on the other side of that door because I can't leave without permission, I can do a few more things. Oh, wait, did you just steal my salt? Did you? Excuse me, Pro. That's my salt, thanks. Hang on, wait, no, hello, that would be my salt, thanks. Okay, you know what, I'll just get my own salt, that's fine, whatever. I will go get a camera. No, I can't. You have my hand, sir, I can't tell you this, but you do. Just eat that salt, please. So, someone drop the salt. Drop the salt. Drop the salt. I'm cackling right now. I need you You to know would that. be. You would be. I don't hate anyone. I just happen to remember saying we could sacrifice you and Cure, rather. Cure. I don't even know where my brain is tonight. She doesn't trust me? What do you mean I don't trust you? I trust you. What are you talking about? What are you talking about? I do. I do trust you. Alright, we're going to go ahead and grab a few more things. So since we are in Nightmare, we can get 2 pieces of evidence. We're going to grab a few evidence suppliers. So we're going to grab this little thing. We're going to grab a book. We're going to yeet that through the front door. And I'm going to figure out a way to ask for permission to even enter the building. Because as far as I'm aware, I don't think Pro gave me permission to enter even the front door of the house. You can go into the building, you just can't physically open doors. Okay. I can't physically open the doors. Okay, so I'm allowed to go into... How did I write this?
Permission to open doors. Oh. Oh, I don't need... Okay, this isn't like a vampire deal where I can't step through the threshold, rather. It's a deal where I can't open the doors. No, I wouldn't be that. Okay. Okay, so basically what he's saying is you don't have hands to open doors with. You're constantly carrying things that are too full. I get it now. It makes sense. You left for 10 minutes and now you have 2 big hats? Amazing. Yeah, so anytime we get a hype train, I add hats to the top of my head. By the way, there was someone who came in and said that they hadn't seen these giant hats on my head before. Whoever you might have been, because I might have forgotten who specifically said this. I have had these for, I want to say, a year. Shawnee, otherwise known as the Hidden Healer, actually was the one who got them for me. She lives in an area where there are derby races, so these are genuine derby hats. But yeah, she sent them to me because we wear a fair amount of hats in the stream, so that's why I have 2 giant hats. Not that I don't have any other big hats, but these are definitely among the largest. Alright, I'm gonna go ahead and grab 2 of these, if I can. That'd be nice. A genuine derby hat's not surprised. Yeah, it's pretty cool, isn't it? Alright, I'm gonna go ahead and grab 1 more of these, and we are officially ready to go. Good luck going into the hiding spots with doors closed. True that, right? Hopefully the ghost actually opens up some of the spots, although I will grant, I'm not saying I can do this, but I have successfully hidden before in areas where, like, the only thing keeping me alive was a literal curtain upstairs in this very house. Guys, I will show you. Closed doors. I don't think that, I don't think it'll keep me alive today, but you know, you never know. You never know. Sometimes you get really lucky. Okay, so I can't open doors. I can close them. I'm not going to close this door. That would be silly. Writing. Okay, not that that really helps Pro, but you know what we can do? We can go ahead and place this down and I can get a video of it. So let's go ahead and see if we can't get our ghost to write in the second book. But I appreciate that. Me too. I do love the big hats. Also, Riley, good to see you. Hope you're having a great day. Did the houses get an overhaul? Weird. Yeah, specifically... Open a closet door, open up. Didn't Pro say something about a ghost orb in here? I thought Pro said something about a ghost orb. Or maybe he said that the ghost was just in the front area. I think that must have been what he said. But I was going to say, there is an overhaul specifically for the Easter event. So every single map goes through like a little adjustment every so number of days. So you'll have like a set of 4 maps that are going to be Easter themed. Oh, that is the second one of the same thing that I've already gotten, technically. Alright, let's go ahead and delete that. We got ghost orbs and fire extinguish. We need 1 more video, and hopefully that'll be of ghost writing. Closed closet door, stuck in closet forever. True. If Pro dies, I'm basically screwed. Unless the ghost comes over and opens my door, in which case, you know, I'll just hope it doesn't murder me, right? I'll just hope it doesn't murder me. We can hope, we can dream. If I die, my challenge is done. Oh, right. Yeah, that's the answer. Never mind. We won't be closed in the closet forever. We'll just be closed until Pro perishes, I guess. No. I'm not. No. You already forgot you wanted Pro to die. You were excited that I was going to die, but you did not bother to remember the reason why you wanted me to die. Yeah, I did forget. I won't lie. I did forget the entire reason, and that almost makes me feel a lot worse. All right, let's go ahead and place this over here. Should be good. Should be fine. Poor Pro over here. You know what? No wonder he wants this much stick on him. Let me know if I missed any other messages, by the way. Please feel free to repost them if I have. Hopefully we're mostly, if not fully, caught up. All right, so I'm going to go ahead and move this a little bit further. So far, the ghost is not interacting with the second book, but it should hopefully fairly soon. I'm trying and failing to find the bone. Noted. I can't say any of this in game, but Pro seems to be getting the gist, so that's what matters. Alright, I am still hoping that this ghost will write in my book. I can't say anything to the ghost, so hopefully it reads my mind and does so. In the meantime, though, we can go ahead and place in our evidence ghost writing and ghost orb, which gives us exactly 3 types, and right now I'm kind of leaning on it being a Fae. It'd be pretty good if it were a Fae. I know quite a few of you probably have that square on your bingo cards. And as a quick reminder, bingo is free to play. If you do want to join, feel free to go into... Did it just turn that light on? Yeah, that was definitely the ghost. It wasn't it's me. not a mare. Okay, you know, certainly not. No. You can't nod yes and shake your head no at the same time. I don't know. I didn't do it, though. I didn't do it. It wasn't me. It wasn't me. Let's try again. Did the ghost turn on the light? Yes. Okay, so it's not a mare. Yes.
Correct. All right, let's go check over here. So we need to capture 3 unique photos, 2 unique sound events, which I still don't have here. I've got burn, crucifix, motion sense, fire extinguish, ghost orb. So we're just waiting on one more thing. And honestly, I'm going to make that last thing assault. I think we're going to make this assault pile. All right, so 1, 2, and 3.